Legendary. Nouvel épisode de la table ronde rectangulaire du Legendary Club. C'est toujours ton au cinéma. Il y a une chaise vide, mais on peut pas le voir parce que normalement il y a mon cause Flavien, mais il est en vacances en train de jouer au golf. Honte à lui. Honte à lui. On espère que tu te reposes bien, que tu t'amuses, mais pas trop. On a la chance que l'épisode d'aujourd'hui soit sponsorisé par une super structure en plus. C'est Entreprendre Bruxelles. Donc c'est une ASBL paracommunale de la ville de Bruxelles, donc de la commune. Ça comprend Bruxelles Centre, quartier de Neder-Overenbeek, Laken, avenue Louise, Bois de la Cambre et une partie du quartier européen. Leur but, c'est soutenir les commerçants dans l'installation et la communication de leur commerce dans la ville de Bruxelles. Donc et ça occupe aussi une place dans la dynamisation des quartiers commerçants. Il y a donc un soutien en deux phases, installation plus communication, et faire arriver des gens dans les commerces en fait. Et donc ils ont développé plusieurs actions, donc campagne de communication, comme le Local Friday, mais aussi par exemple la mise à disposition d'un local pour les jeunes entrepreneurs. Donc il y a la possibilité de tester, donc d'avoir un endroit physique dans la ville de Bruxelles en étant jeune et en voulant se lancer, comme avec le Local 121. Donc si vous voulez plus d'informations, c'est sur entreprendrebruxelles.be ou sur leur Instagram Entreprendre Bruxelles. On est heureux qu'ils nous soutiennent et on espère travailler avec eux dans le futur. J'ai expliqué que Flavien n'était pas là, mais je ne suis pas seul. Je suis bien accompagné aujourd'hui par deux grandes plumes des artistes. Je vais les laisser se présenter, ça va être plus simple. Vous pouvez dire qui vous êtes, ce que vous faites, tout ce que vous faites, si vous faites plusieurs choses. Vous avez le droit de le faire. Honneur à qui le veut. Je vous en prie. Moi, je m'appelle Mathilde Ducret. Je suis autrice de bande dessinée. J'ai sorti mon premier album, un roman graphique qui s'appelle Fragile aux éditions Casterman. Donc, c'est ma toute première publication en maison d'édition. Avant ça, je faisais un peu d'auto-édition dans le cadre dans mon collectif qui s'appelle Stache Moule. Là, je suis en train de bosser sur mon prochain projet qui n'est pas une suite, puisque cet album Fragile, c'était un one-shot. Je sais pas si je l'ai dit, sorti en avril, bref. Et donc le prochain, c'est une adaptation de roman, et ça devrait sortir au début du mois de mai 2025. Ok, super. Et moi, c'est Marie Dara. Je suis artiste pluridisciplinaire parce que j'ai fait beaucoup de choses. On en rigolait tout à l'heure. Entre autres, je commets des livres aux éditions Maelstrom et aux éditions Midi Poésie. J'en ai sorti 3 pour l'instant, Depuis que tu n'as pas tiré, Sous le noir du tarmac chez Maelstrom et Meute chez Midi Poésie. Et j'en ai fait un, du premier, Depuis que n'a pas tiré, j'en ai fait un spectacle qui s'est joué au Rideau de Bruxelles et qui est en tournée. Je suis aussi dans une compagnie de théâtre qui s'appelle Les Voyageurs sans bagages. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais du slam. Je suis en tournée dans toutes les écoles francophones belges avec les jeunesses musicales, la plume ou de la langue, Autoris en classe et d'autres systèmes comme ça, Objectif Plume en gros, qui soutiennent la venue des auteurs RIS en classe. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Voilà, et aussi des trucs, des performances solo de slam à la demande, beaucoup en lien avec de social. Donc principalement aussi, c'est vrai que je fais aussi des ateliers d'écriture poésie slam dans tous les secteurs sociaux. Voilà, j'aime vraiment bien diversifier ma pratique. Donc dans les écoles, dans les hôpitaux psychiatriques, dans les foyers pour femmes battues, avec des primo-arrivants, avec des MENA, avec des partout où on demande, en fait, pour essayer d'amener l'outil slam comme un moyen d'émancipation, de prise de parole pour les personnes qui sont minorisées. Voilà. Juste ça. En gros. Je fais le CV, quoi. En gros, je fais juste ça. Vu tout ce que tu fais et le fait qu'il n'y ait que 24 heures dans une journée, je suis honoré d'avoir la chance de t'avoir. Mais je ne dors pas, c'est ça mon secret. Hein. Ah oui, ça, je suis insomniaque, donc du coup, je travaille aussi la nuit, j'écris la nuit et je fais le reste de la journée. Incroyable. Voilà. Franchement, c'est cool. Et en plus, que des choses vraiment incroyables. J'essaye. Je me sens un peu flemmard à côté. Je sais pas pour toi, mais moi, j'ai l'impression de pas faire de suite. Non, mais après, je me suis fait diagnostiquer TDAH
par une amie psy sans faire exprès. Et du coup, peut-être c'est pour ça aussi. Mon cerveau je m'ennuie très fort, en fait. Du coup, quand on me dit que je fais beaucoup de choses, je suis là, mais moi, je me fais chier. Enfin, je trouve que je fais pas assez et tout. Mais je pense que c'est une relation au temps, etc., qui est pas la même pour moi. En fait, moi, je viens de passer 3 mois, j'ai l'impression que ça fait 3 ans. Et du coup, j'essaie de courir. Enfin, c'est pas que je cours après le temps, parce que le temps n'est pas une notion palpable pour moi. Mais du coup, j'ai un cerveau en arborescence très très fort, quoi. Donc voilà. Ok. Aujourd'hui, on va parler du métier d'auteur-autrice. Est-ce que vous avez toutes les deux touché à l'auto-édition ou pas du tout? Pas toi. Non, pas moi. Toi directement, t'as eu la chance d'avoir. J'ai un parcours assez atypique dans l'édition qui est pas celui de tout le monde. Et je le sais, je m'en excuse. Mais oui, mon premier a gagné un concours et donc j'ai été éditée comme ça. Puis j'ai une carte blanche par mon éditeur tout de suite après pour le deuxième. Et pareil, une carte blanche au midi. Donc j'ai pas du tout un parcours. Et il y a 4 ans, j'écrivais pas. Donc je me rends compte c'est à que peu près c'est Cristiano Ronaldo, mais de. Oui, peut-être. Mais c'est quoi un peu, si tu peux expliquer un peu ton parcours, c'est quoi? Et ben vite fait comme ça parce que je pense que j'en ai déjà parlé beaucoup, mais en gros moi je suis sortie du conservatoire en art de la parole, mais en 2012, donc il y a un petit temps quand même. Mon Dieu, beaucoup de temps. Et me rajeunis pas. Et c'était la galère de ouf, donc j'ai travaillé dans l'Horeca, la blinde, et j'allais pas très bien. Drogue, alcool, tout ça, parce que je comprenais pas trop qu'est-ce qu'il fallait faire pour faire son art. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de violence institutionnelle dans le racisme, la transphobie, etc. Même si j'avais pas encore de mots pour dire qui j'étais à l'époque. Donc je performais beaucoup ma féminité, qui je devais être sur la société. Enfin bref. Et tout ça pour dire que à un moment, j'ai quitté mon boulot toxique et je suis allée travailler dans un restaurant vegan bobo, super comme j'aime bien, slow motion et tout machin, slow food, junk food, enfin bref. Et j'avais arrêté de boire depuis 1 an. J'avais fait une désintox seule, tout en continuant à travailler parce que moi, je suis seule tout, donc il fallait que je paye mon loyer. Et après, je me suis fait braquer dans ce restaurant après 3 mois que j'étais arrivée là. Par un jeune afrodescendant qui m'a braqué avec une arme à feu dans le visage. Je savais pas si c'était une vraie ou une fausse. Et en gros, là, je me suis dit que la vie voulait pas trop de moi depuis 30 ans et que c'était le moment d'en partir. Et j'avais demandé à ma psy en disant, voilà, je me suicide dans 500 jours, mais j'aimerais bien faire la paix avec la vie. Parce que moi, j'aime bien la vie, les petits oiseaux, les petits moustiques. Je suis antispéciste en plus, donc j'aime vraiment tout le monde, les petits brins d'herbe et tout, mais je pense que ça va pas trop. Enfin, qu'elle me rejette beaucoup la vie. Et je comprenais pas encore tous les trucs systémiques et tout ça. Et donc, du coup, elle m'a conseillé d'écrire. Et donc, en 2 nuits d'insomnie et un jour au milieu, j'ai, sur mon petit téléphone, parce que moi, j'écris pas au bic ou des trucs comme ça parce que j'ai des 10 et que mon cerveau va être trop rapide pour mes doigts. Déjà que le téléphone, c'est un peu la galère, mais il y a le correcteur orthographique qui aide à avancer plus vite, je veux dire, sinon j'oublierais tout ce que je dois dire. Et du coup, j'ai écrit ça en 2 nuits et un jour au milieu, depuis que tu n'as pas tiré. Et du coup, c'est une amie qui m'a dit envoie-le à un concours. Et puis la personne qui corrigeait, j'ai passé la première sélection. Et puis la personne qui s'occupait de corriger mon livre m'a dit en fait ce que t'écris c'est du slam. Moi j'ai fait comme Grand Corps Malade, mais pas du tout. Elle m'a dit non, le slam c'est une grande famille beaucoup plus large. En fait c'est de la poésie orale. Donc et donc j'étais à ma première soirée slam et là il y avait tout le monde. Je ne savais pas, c'était au 140. Et j'ai lu un texte et tout le monde a fait clic 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 avec les doigts et puis après ça s'est enchaîné très très vite en fait. De là après 3 jours après cette première scène, j'étais lauréat du concours donc j'allais être publiée. Tout le monde me demandait c'était quoi mon actu. Je fais c'est quoi mon actu, je travaille dans un bar, c'est la galère depuis 10 ans, j'ai arrêté de boire depuis 1 an, c'est ça mon actu. Et puis après 3 jours après j'étais publiée aux éditions Maelstrom pour mon premier livre. Et dans la salle, ce soir-là, il y avait plein de gens. C'est-à-dire qu'il y avait Mélanie Godin des Midi Poésie, Florent Leduc de Francophone, il y avait plein de gens des éditions, de la poésie qui étaient là, des artistes et tout ça. Il y avait les arts urbains aussi. Et les arts urbains m'a dit, envoie ton dossier parce qu'on recherche des gens. On prend 3 slameuses, 3 danseuses, ou de groupes de danse, ou de groupes de rap, voilà, par an. Donc j'ai envoyé ma candidature et puis de là ça a été assez vite parce qu'il y avait des championnats, on était en semi-confinement machin, donc j'ai fait des championnats par vidéo, puis j'ai fait les vrais championnats en présentiel. Et puis on m'a donné des prix et puis après voilà.
Ça a changé ma vie. Du coup, ça fait plus de 500 jours, mais c'est la blague. Oui, c'est la blague avec ma psychiatre. C'est la blague avec ma psychiatre. Alors, ça fait combien de temps, hein? Ça va, c'est bon. Mais j'avais dit, s'il se passe quelque chose dans ces 500 jours, moi, je veux bien vivre. Je veux dire, si quelque chose me tend la main, si quelqu'un, ou je sais pas quoi, quelqu'un me tend la main, alors je l'attrape et je la lâche pas. Je la lâche pas depuis 4 ans. Je suis là, mais, voilà. Mais t'as écrit ça, t'as écrit que voilà en 2 jours, enfin en 2 nuits, 3 jours, t'as écrit ton premier livre. Est-ce que l'écriture c'est quelque chose dont t'es tombé amoureux ou pas du tout? Ben en fait, je pense que j'ai réalisé beaucoup de choses en écrivant ce bouquin, ou peut-être beaucoup après, je sais plus. Enfin, je veux dire, je suis parfois lent à la détente, même si je vais vite dans ma tête. C'est que j'écrivais depuis toujours dans ma tête. Je passais pas le cap de écrire sur papier ou quoi. Peut-être une fois ou deux, ça a dû m'arriver, mais voilà, après je dévorais pas spécialement les livres, parce que j'ai un problème avec les livres depuis que j'ai lu La Neige en deuil en secondaire. Je voulais plus perdre mon temps à ouvrir un univers dans ma tête qui allait être nul. Et La Neige en deuil, c'était tellement nul. Enfin, je veux dire, dans l'univers, pas l'univers, le fait de dans les montagnes, c'est cool et tout, qui se bouffent entre eux, voilà, pour moi, ça m'a pas trouvé d'être très éthique. Enfin, mon éthique était déjà placée à ce moment-là, donc ça m'a pas développé l'éthique plus que ça. Mais c'était l'écriture en elle-même, je veux dire les descriptions et tout, j'étais là, mais c'est nul à raconter comme ça. Je suis désolée pour l'auteur ou l'autrice de La Neige en deuil, mais ce livre m'a traumatisée et je n'ai plus voulu lire, à part Harry Potter, à l'époque. Parce que maintenant, c'est un peu genre problématique. En tout cas, son autrice. Et, mais du coup, ma coupole Harry Potter. non, mais on sait que ça nous a aidé. On sait que ça a aidé plein de personnes qui se sentaient à l'écart. Ça a aidé ce bouquin. Voilà, moi, Mahon Filleul le lit et ça lui donne du courage parce que c'est un outsider. Enfin, voilà, on le sait ce que ça a pu faire, mais après, son autrice est vraiment problématique. Mais tout ça pour dire, je ne sais plus ce que je disais. Oui, je parle beaucoup. Ah ben voilà. Je me suis retrouvée. Tout ça pour dire qu'avant ça, j'écrivais pas. Et du coup, enfin, dans ma tête, oui. Je veux dire, j'ai en permanence une caméra, enfin, des caméras en train de faire le héros de ma vie et tout, machin. Où je pense plein de choses. Après, je pense aussi plein de choses qui m'énervent beaucoup, qui sont mes émotions, qui tournent comme une sorte de nuage de mots au-dessus de ma tête et qui, à un moment, font un entonnoir et se déversent, quoi. Mais j'avais jamais ouvert l'entonnoir pour déverser. Du coup, ben oui. Là, quand j'ai su qu'en fait, cet entonnoir pouvait se déverser et qui pouvait être, j'aime pas dire qualitatif, mais en tout cas pas apprécié par d'autres personnes ou faire écho à d'autres personnes. Bah du coup oui, je suis tombée un peu amoureux de faire ça, même ne fût-ce que pour réguler mon cerveau. Voilà, j'ai beaucoup parlé, pardon. Merci d'avoir partagé surtout. Et toi Mathilde, explique-nous comment est-ce que tu arrives à faire des romans graphiques? Comment ça se passe pour toi? Alors moi c'est un peu par hasard. Que je me suis retrouvée à faire ce métier-là, dans le sens où, à la base, moi, je viens de Suisse. J'ai fait toutes mes études là-bas, j'ai grandi là-bas, j'ai toute ma famille, mes amis d'enfance qui sont là-bas. Et donc, je suis un peu le parcours tradi, on va dire, les écoles, et après le lycée, et puis après, sans doute l'université. Et je m'étais inscrite à la fac. Je sais même plus en quoi, en histoire contemporaine et un autre truc... sciences sociales, quelque chose comme ça, qui était super intéressant. C'est pas ça le souci, mais avec un peu cette idée que c'est pas très fun, quoi. On s'amuse pas beaucoup, c'est pas très stimulant, c'est pas. Puis pour faire quoi après aussi. Donc c'était clairement pas très épanouissant comme environnement. Ce qui a été un peu un choc parce que jusqu'à ce moment-là, toutes mes années d'études, je le voyais vraiment. C'était un peu je vois un peu ça comme un peu la fête, quoi. C'était trop bien, tu vas en classe, t'as des copains que tu vois tous les jours. Et j'avais pas trop de difficultés à l'école, donc j'avais pas nécessairement besoin de beaucoup fournir d'efforts pour que ça passe. Alors ça passait pas brillamment, on va dire, mais le minimum syndical pour que ça passe et pour avoir du fun très très fort le reste du temps. Et puis à un moment il faut grandir et on arrive à l'université et là il faut c'est plus on va à l'école pour rigoler, faire des trucs. Alors, je m'investissais très fort dans tout ce qui était la vie universitaire, genre je faisais de la radio, de l'impro, enfin des cercles étudiants, des trucs. Mais pour ce qui était vraiment de la vie, c'était quand même une angoisse parce que je me rendais bien compte que il faut grandir, il faut avancer, il faut évoluer, il faut se dire OK, qu'est-ce que je vais faire? Mais ça m'angoissait un peu cette idée que faut grandir, devenir adulte, faut arrêter de faire des choses fun.
il faut faire un truc un peu, se mettre dans les clous, quoi. T'es persuadé que tu devais arrêter de faire des trucs fun? Que mon quotidien allait être de moins en moins fun, quoi. Que ça allait être de plus en plus, je fais un taf qui me permet de gagner des sous pour payer mon loyer et peut-être si j'ai de la chance, je vois des potes de temps en temps. Mais bon, à un moment, ils vont vouloir faire des enfants, avoir une vie de famille. Moi, ce qui me fait pas du tout rêver, perso, que je trouve justement enfin, voilà. Je peux encore changer d'avis et je changerai peut-être d'avis, mais c'était vraiment quelque chose, vraiment cette idée qu'on se fait de ce que c'est être un adulte. Avoir un taf, avoir des gosses, avoir une famille, le repas le dimanche à midi. Enfin, c'était vraiment des trucs d'angoisse hyper forts, quoi. Je me rendais compte, c'était un peu le chemin que tout le monde prend. Donc moi aussi, je l'emprunte. Au bout de 2 ans, je me rends compte que non, ça va pas du tout, c'est l'enfer. Et je me dis, bon, bah, quitte à faire une crise existentielle, autant en revenir aux fondamentaux, quoi. Je me suis un peu posé la question, ok, qu'est-ce que j'ai jamais arrêté d'aimer faire depuis que je suis enfant? Bah, dessiner, raconter des histoires. Quand j'étais à l'école, je faisais dans les carnets de mes copines, les carnets de devoirs et tout, je dessinais des petits strips, des anecdotes de la journée qui nous avaient fait rire avec tel ou tel prof qu'on pouvait pas saquer, enfin des trucs un peu marrants comme ça, et ça qui me donnait vraiment du fun pour le coup. Et où j'avais vraiment un vrai plaisir de le faire. Ça me prenait pas la tête de devoir me poser derrière un bureau pour travailler là-dessus. C'était vraiment un plaisir de le faire. Donc je me suis dit, bon, quel métier allie en fait dessin et raconter des histoires? Bah, la bande dessinée. Mais j'avais absolument aucune formation en art, de quoi que ce soit à ce moment-là. Donc j'y allais vraiment en touriste, quoi. Un peu avec les petits dessins que je faisais dans mes cahiers et puis un peu les connaissances sur le tas, quoi, en autodidacte. Et donc je tape sur Google bêtement école bande dessinée et je tombe sur Saint-Luc Bruxelles dans tout premier dans la recherche Google. C'est vraiment tout ce qui a motivé le choix, quoi. C'était pas c'était la première qui est sortie, j'ai fait OK, Bruxelles, c'est logique, la BD, il y a un lien quand même. J'ai fait mon dossier, j'ai fait mes trucs, je me suis dit bah franchement si on me dit non, de toute façon ça peut je veux dire je suis toujours dans mon quotidien un peu qui me plaît pas trop, mais soit c'est comme ça, j'avais pas de plan B, quoi. Et le cheminement de le faire, ça a été facile parce que entre te dire ok là les études que je fais etc je vais peut-être envoyer mon dossier en espérant que ça réussisse, mais est-ce que je sais pas, est-ce que les parents jouent là-dedans, est-ce que tu te dis je vais leur dire je vais dessiner n'importe quoi? Je n'ai pas tout de suite parlé à mes parents, j'ai attendu quand même d'avoir été d'avoir fait tout le process de envoyer mes dossiers. Et voilà, et c'est pour ça. Je ne suis pas rentrée depuis 8 ans, c'est pour ça. J'étais ici depuis le début. Non, mais c'est vrai, je leur en ai pas parlé tout de suite. Après, j'ai de la chance, c'est que mes parents étaient quand même attentifs au fait que je n'étais pas du tout heureuse, que c'était clairement pas j'avais pas le feu, quoi. Et je pense que ma mère ayant fait des concessions sur ses rêves un peu de carrière professionnelle pour se caler dans une vie un peu plus tradie, on va dire, un peu plus ou en tout cas elle a fait des choix qui étaient pas guidés par peut-être ses passions, mais plus par la raison et les choses et tout. Je pense qu'elle a été sensible au fait que je pouvais rencontrer cette difficulté-là à ce moment-là. Donc elle m'a pas. Alors elle était inquiète un peu, parce qu'elle était là. Bon, c'est un peu relou, c'est un peu effrayant, c'est inquiétant dans le sens où ça fait peur quand je pense ton enfant il commence à sortir de la voie principale et classique pour essayer d'autres trucs, et surtout que c'était un peu du test, quoi. C'était pas tellement mais c'était cohérent. Elle savait que dessiner c'était un truc que j'aimais faire et que j'avais toujours aimé faire, raconter des histoires aussi. Donc elle m'a pas empêchée. Elle m'a dit de toute façon, quitte à le faire, autant que je t'accompagne du mieux que je peux, plutôt que t'empêcher, quoi. Et mon père pareil. Et donc je fais tous mes petits trucs, mes examens, j'arrive sur place, mais pareil, touriste total, quoi. Je me fais un croquis d'observation. Donc Est-ce que quand t'y vas, c'est la question que je me pose, que t'y vas pas sur le tard, mais t'as commencé des études, etc. Est-ce que tu y vas en te disant en ayant peur de pas avoir le niveau? Est-ce qu'il faut un niveau? Moi, par exemple, quand j'imagine, si je devais le faire, je me dis
je dessine, ok, vite fait. Est-ce que j'ai le niveau par rapport à des gens qui se sont dit depuis la primaire, je vais le faire, et ils dessinent autant, et les techniques, est-ce que ça joue, ça aussi, ou pas? Pas du tout. Ça m'a pas du tout... Parce que je me suis dit, c'est l'école, en fait, c'est fait pour ça. C'est pas les gens qui arrivent déjà au taquet à l'école et qui défoncent tout et qui savent tout faire, bah tant mieux pour eux, ils arrivent avec des facilités et trop cool. Enfin, ça fait que peut-être ils devront moins travailler ou fournir moins d'efforts pour rester à niveau parce qu'ils ont déjà un excellent niveau. Moi, j'étais dans ma classe clairement pas dans les éléments les plus prometteurs ni brillants, mais c'était pas une inquiétude parce que je me disais en fait, j'ai 5 ans pour rattraper entre guillemets mon retard ou en tout cas il y a un côté aussi je trouve un peu satisfaisant avec l'idée de tu pars de rien et t'arrives quand même dans un cadre, c'est que je trouve que la progression tu la vois plus vite, tu la sens plus vite arriver, donc c'est stimulant parce que tu te sens progresser. Et donc, ça te pousse à continuer. Que peut-être si t'arrives avec un super bon niveau, puis que les cours en première année, ils t'ennuient un peu, parce que c'est pas... Peut-être tu t'essouffles un peu plus vite, je sais pas. Moi, je sais qu'en tout cas, partir de vraiment un niveau pas fou du tout, et d'arriver à la fin, de voir ma progression au fur et à mesure des années, des exercices, des contraintes, des trucs, je crois que ça m'a aidé Ok. à pas m'essouffler. Et du coup, toi, tu le fais en te disant que tu veux faire un roman graphique dans la vie. Tu veux faire ça. Mais Enfin, même pas. Quand tu fais ces études-là, tu te dis quoi? C'est quoi le but final? Parce que jusque-là, t'as Le pas moment d'idée de présent. métier. Non, c'est le moment présent. Ok. C'est juste, je veux plus être dans la vie dans laquelle je me trouve. J'ai envie d'être bien là où je me trouve. Et si un jour je me sens plus bien, je partirai et j'irai voir ailleurs. Et si à la fin de mes études, je sais pas, j'aime plus, j'ai plus envie de faire de la BD, je ferai autre chose. Mais j'étais pas en mode dans 5 ans, j'ai mon master, je vais démarcher des maisons d'édition. C'était vraiment en mode on verra. Si ça arrive, c'est trop cool. Mais c'est pas pour ça que je le fais. C'est vraiment parce que j'ai envie de aimer que mon quotidien me plaise, d'aimer ça, de me lever et d'être heureuse de ce que je suis en train de vivre. Et pas dans une optique de je construis un truc qui doit me rapporter c'est pas un investissement sur le long terme, je le voyais pas du tout comme ça, je le voyais comme un investissement court terme total. Genre j'ai besoin de ça pour le moment et si c'est la bonne voie, ça va le faire à un moment, ça le fera. Et voilà. C'est fou, ça, parce qu'il y a un tronc commun, là. C'est Mais différent. t'es TDAH, moi je suis TDAH aussi. Mais il y a un tronc commun. Donc il y a d'un moment de la vie, où je suis en dispute avec l'univers ou la vie, peu importe. Et, peu importe la manière que ça a été, à déverser sur ton téléphone, etc. Ou toi, en te disant, ok, je prends la décision de faire autre chose, d'une manière, faire un pas et se réconcilier avec la vie, faire quelque chose pour soi, quoi. Qui réconcilie un peu, quoi. Peut-être qu'il y a un mode de survie aussi qui est enclenché, en fait, parce que pour nous, c'est vraiment la mort. Enfin, je veux dire, j'entends ce que tu dis quand t'imaginais une vie comme ça, machin. Moi, j'ai jamais réussi à me projeter dans un truc comme ça non plus, normé ou quoi que ce soit, et j'arrive pas, et en même temps, on m'a dit que j'avais beaucoup abandonné parce que j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait du piano, j'ai fait de l'opéra, j'ai fait et tu vois, et j'arrivais pas à me fulfill de choses, je sais pas comment dire en français, me remplir, me sentir rempli de choses. Et du coup, je sais pas, il y a un truc comme ça où la routine pour moi ça tuant. Je pense que j'admire les gens qui font un boulot de bureau. Moi ça me tuerait, je pense. Je pense que vraiment ça m'impacte dans ma psyché de faire une vie où c'est tout le temps la même chose, quoi. C'est vraiment, je suis admirative des gens qui font ça. Et voilà, parce que moi j'en suis incapable. Genre ça me bouge le cerveau littéralement. Ou alors ça me fait partir, alors je crée un monde dans ma tête et du coup je suis plus dans le présent ici, quoi. Mais si ma vie est pas assez électrique ici, ou pas assez de sens, ou pas assez de trucs comme ça, ça me tue littéralement. Ok. Et du coup, pour toi qui as fait du coup à terme, on sait que t'as fait l'édition, etc. Quand est-ce que ça arrive du coup l'idée de faire un roman graphique? Tu fais tes études, ça se passe bien, tu t'aimes bien, j'espère. Je kiffe, vraiment, j'ai beaucoup râlé pendant 5 ans de mes études, mais c'était kiffant. Et quand tu termines, c'est quoi du coup c'est quoi à la fin, c'est quoi le but? Mais alors pareil, Même à la fin? Mais même à la fin. Enfin, je te dis, c'était vraiment, j'étais juste en mode, moi, tant que je peux continuer à faire ce que je kiffe, à savoir dessiner des histoires
qui me plaisent et les partager avec les gens, que ce soit en auto-édition avec mes copaines ou soutenu par une maison d'édition. Alors, soutenu par une maison d'édition, ce qui est confortable, c'est que si tu peux en vivre, ou en tout cas tu peux... moi, j'ai pu arrêter justement mon job alimentaire là maintenant, ce qui est un truc... Enfin, de vraiment pouvoir se dire, là, je suis sur du 100% passion, c'est incroyable. Et ça, c'est vrai que c'est un super luxe. Mais c'était pas mon endgame. J'étais pas... je me disais, même si j'y arrive pas à ça, même si ça n'arrive jamais pour moi, tant que je suis pas dans la merde financièrement, vraiment, que j'ai un job qui est pas un job que je surkiffe, mais qui me permet de payer mes bails en mi-temps et je me démerde avec mon loyer et mes trucs, et que tout le reste de mon temps libre, je peux vraiment faire ce métier-là, même sans être, peut-être en étant précaire ou quoi. C'est vraiment c'est pas un souci, quoi. Et on verra si à un moment ça tourne ou ça tourne pas. Et en fait, à la fin de mes études, mais vraiment, c'était le 31 août de ma dernière année, donc 1er septembre, je commençais à temps partiel mon job, qui était mon job d'étudiant quand j'étais étudiante, et puis là, ça devenait mon job vraiment d'adulte, mais en temps partiel. Je reçois un message de mon éditrice actuelle, donc Nathalie Van Kampenhout, qui me suivait depuis un petit temps sur les réseaux et qui avait acheté une année auparavant un petit fanzine que j'avais fait en auto-édition, qu'on vendait sur les stands aux côtés d'autres créations de d'autres membres de mon collectif, qui a été fondé à l'école. C'est des anciens camarades de classe pour la plupart. Et en fait, elle fait beaucoup ça. Elle va beaucoup dans les marché de l'ILU et de BD, fanzine, tout ça, pour faire un peu du repérage. Elle a trouvé cette publication qui lui a beaucoup plu, et sachant que je terminais mes études l'année suivante, elle a juste simplement attendu que l'année se passe, et à la fin de l'année scolaire, vraiment, 31 août, je reçois un message d'elle sur Instagram qui me dit « Ah, coucou, est-ce que tu travailles sur un projet en ce moment ? Si oui, n'hésite pas à m'envoyer ton dossier, et puis on peut peut-être travailler ensemble éventuellement sur cette publication. » Et j'avais ce projet-là en cours à ce moment-là, où j'avais tout le scénar, le synopsis, enfin tout était, quelques planches tests aussi, donc j'ai pu lui envoyer le tout, et elle a beaucoup aimé. Elle a partagé avec sa hiérarchie, qui ont donné leur accord, et puis voilà, c'était parti, quoi. Incroyable. Jusqu'à la dernière minute. Mais dernière minute, quoi. Mais sans que, voilà. Moi, ce dossier-là était prêt parce que 6 mois auparavant, une autre maison d'édition, une autre éditrice m'avait contactée, mais elle, qui était une amie proche d'une ancienne prof, qui est devenue une amie, qui lui a un peu parlé de moi et de mon travail. Et cette éditrice m'avait demandé la même chose 6 mois auparavant, donc une autre, Marie Demer, qui maintenant est chez De Noël, si je travaillais sur quelque chose, éventuellement, blablabla, je sais pas quoi. À ce moment-là, j'avais rien du tout. Puis je m'étais dit, c'est trop con quand même, il y a une éditrice qui t'écrit, vas-y, ne lui dis pas, je reviens vers vous dans 6 mois, éventuellement. Donc pareil, c'est fou, il y a plein de trucs dans ton histoire où j'étais là, ah waouh, ça résonne. Enfin, quand elle me dit ça, à ce moment-là, je me dis, purée, ok, je me prends 3 jours, où je ponds un synopsis, je trouve une idée, je fais quelque chose, et je commence à écrire l'histoire, et le temps que je lui envoie le sino, qu'elle le lise, qu'elle me réponde, admettons, il y a peut-être 3 semaines qui se passent. Pendant ce temps-là, j'ai le temps de faire des planches, de dessiner, de faire des trucs. Et donc, je prends ces 3 jours, j'envoie le sino, un début d'écriture de scénario, de tout ça, puis je lui envoie tout. Et 1 mois après, elle m'écrivait pour me dire que ça lui plaisait bien, qu'elle aimerait bien voir des planches. Finalement, ça s'est pas fait parce que Nathalie est arrivée après coup, et puis que c'était quand même Gasterman, donc j'étais un peu là. Désolée. Et ce qui n'était pas un mal, puisque finalement elle a quitté la maison dans laquelle elle se trouvait très peu de temps après, la première éditrice. Donc on n'aurait quand même pas pu travailler ensemble sur ce projet. Mais donc c'est plus à des moments des trucs qui pop un peu, qui arrivent, et pour peu que tu sois là à ce moment-là pour attraper la main qui t'est tendue et vraiment la serrer très très fort et te dire ok, là maintenant c'est pas une question de c'est pas le moment, je suis pas prête, ou je suis pas ci, je suis pas ça, il se passe un truc. J'y vais au culot, quoi, et je verrai bien ce que ça dit. Là, vous l'avez été, vous deux. Je parle vraiment du niveau 0, je connais pas. C'est difficile d'être édité en Belgique, genre
la plupart des gens sont auto-édités et être édité c'est un truc de fou, ou ça va, ça peut aller plus ou moins. Beaucoup de gens se font éditer, même que ce soit pour un ou deux romans. C'est une question vraiment de je n'ai aucune idée de comment. Moi non plus. Vous êtes là pour répondre à toutes mes questions. C'est une bonne question. Écoute, moi, vrai. de ce que j'entends, je pense que c'est hyper compliqué. Ouais. Alors moi, je m'en rends pas du tout compte, évidemment, parce que j'ai un parcours atypique. Pareil que toi. Nous, on est mal placés, je pense, pour dire que c'est super la galère, super dur, mais. Après, moi, si je dois comparer, par exemple, à mon métier de base, qui est comédien, ou mon tout premier, qui était quand même pianiste et chanteur d'opéra, tu vois, j'ai pas passé la porte des écoles en opéra. Comédien, c'était hyper la galère de travailler. Après, peut-être que je suis mauvais dans ces deux trucs-là, mais j'ai pas trop l'impression. je suis pas quelqu'un qui suis gravement, non, mais j'ai pas quelqu'un qui suis gravement mauvais, tu vois. Je suis touche à tout, donc je suis pas, j'ai jamais vraiment, je pense, détestable dans un truc, tu vois, et jamais non plus excellent. Tu vois, mais donc je pense que oui, si je dois comparer tous les gens que je connais qui sont comédiens ou comédiennes et qui travaillent pas parce qu'il y a pas de sous, parce qu'il y a pas de trucs. Moi, je me souviens quand on se prend du conservatoire, on a quand même essayé de faire nos projets de jeunes, tu vois. Ça marchait pas. On a appelé 200 personnes, on a réussi à louer une salle. Enfin, ma pote en plus avait des enfants, tu vois. Et on a pris les enfants pour répéter avec et tout machin. Il y a personne qui est venu nous voir, enfin, tu vois. Donc je pense que quand tu es pas, quand quelqu'un te tente, enfin, parce que moi j'avais un peu peur du truc de fais soi-même et tout le machin. Tu vois un peu l'idéalisation du changement de classe sociale ou du changement de statut comme ça par la main du je sais pas quoi de la nature pour qui veut comment il imagine le monde quoi. Et en fait moi j'ai un peu peur de ça parce que c'est pas vrai en fait. Il y a un mouvement je pense qui est à la fois nous on est poussé par un truc qui est de l'ordre de la survie, je pense. Il doit y avoir ça parce que moi on m'a beaucoup parlé de nécessité au conservatoire et j'étais là arrêtez de faire chier avec votre nécessité. Moi j'ai une nécessité de me barrer d'où je viens et de réussir ma vie comme tout le monde en fait. Il y a personne qui manque de nécessité dans cette vie. Tout le monde c'est la merde pour tout le monde. Donc arrêtez de me dire il faut trouver la nécessité. Nanana. On est tous en nécessité de réussir sa vie, enfin de vouloir le mieux pour soi. Ouais, c'est clair. Donc je pense qu'il y a un mouvement qui est dans des deux sens, c'est-à-dire que il y a être éjecté d'un truc ou te sentir rejeté et que ça devienne vraiment que la nécessité passe en mode survie en fait. Et qu'en face il y a quelqu'un qui te tend la main à un moment et que tu la saisisses et que tu l'attrapes et que tu la lâches pas et puis après alors moi j'essaie de faire ce truc là c'est aussi de tendre la main pour faire rentrer d'autres copains parce que maintenant que tu y es que t'as mis le pied dans la porte essaie de défoncer la porte tu vois et puis on sera rentré puis on arrivera à briser ce truc de il y a pas beaucoup de place il y a peu d'élus c'est hiérarchique et tout enfin moi c'est ce que j'essaie de changer parce que nous on arrive au conservatoire on nous dit regardez à gauche regardez à droite il y a 3 d'entre vous qui vont travailler tous les autres c'est au revoir allez vous trouver un job alimentaire. Mais les écoles d'art, elles aiment trop. Mais oui, mais c'est ça. Mais non, mais en même temps, c'est parce qu'ils veulent nous faire fonctionner dans ce truc de compétition, machin. Parce qu'en fait, ils savent bien qu'in fine, ce qui manque, c'est de la thune pour que ce soit bien. Et donc, ils veulent casser nos espoirs de voilà. Bon, après, moi, je dis un autre moyen. Voilà, on apprend à faire communauté, on apprend à faire des partenariats, on apprend à partager les tips, machin, de pas être dans ce mode de compétition. Mais pour ça, il faudrait revoir tout le racisme systémique, tous les antispécismes, tout le capitalisme. Voilà. Quelques petites choses, quoi. Des petits trucs qu'on fight au quotidien. En une après-midi, c'est bouclé. Si on nous laisse entre des lâches, sincèrement. Oui, en vrai, c'est possible. En une après-midi, c'est bouclé. Bon, voilà, quelques snipers et tout. Le lendemain, on a oublié, tu vois. Merde. Non, mais après, on peut pas faire ça, on referait un truc, voilà, ok. Là, je rêve d'un gouvernement où vous êtes là. Je sais pas. Mais moi, ça me fait trop peur, hein. Ça me fait trop peur de m'approcher de ce truc-là. Je me dis, il y a un truc qui doit te griller le cerveau, tu vois, d'avoir du pouvoir et tout ça. Peut-être ça te monte à la tête et t'oublies tes objectifs. Parce que j'en connais des gens qui étaient pleins de, je vais changer, nanana. Mais la plupart, hein, je suis sûre de ça. Tout le monde, parce que je pense, au moment, je sais pas, tu vends ton cul et puis après, enfin, ton âme et du coup, comme tu la vends, elle est plus totalement entière. C'est petit morceau par petit morceau. C'est jamais genre un énorme truc que tu fais et qui est là, bon, voilà, maintenant foutu pour foutu. C'est plus une petite concession que tu fais sur tes convictions à chaque fois. Genre, ok, ça, je laisse passer. Ok, ça, je dis rien. Ok, ça, je dis rien. Puis à la fin, tu te rends pas compte, mais toutes les petites morceaux de toi que t'as donné pour, soit te fondre dans la masse, soit te dire, au moins j'ai ma place, je reste. Quand tu regardes en arrière, c'est un gap énorme entre le toi qui arrive dans le milieu en disant ouais je vais ci et ça et plein d'ambition et plein de bonne volonté et sincère dans tes bonnes volontés aussi mais qui par la force des choses se retrouve à la fin en mode putain je suis plus du tout la même personne. Puis je pense que ça augmente le déni et la dissonance cognitive aussi. 100%, ouais. Tu vois, moi c'est ça qui te grappille, qui te mange petit à petit, qu'après tu deviens un truc qui n'est plus toi, tu vois. Tu t'en rends pas compte, ouais. Tu t'en rends pas compte. Puis c'est ça, ce truc dissonant, ouais. Ou la dissociation, enfin. Ouais. Est-ce que vous pouvez me raconter
pour fermer la politique. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que vous pouvez me raconter comment s'est passé pour vous la première fois que vous avez tenu entre vos mains votre œuvre? Comment c'était? On va commencer avec toi, je pense. Que ce soit la première fois que t'as tenu quelque chose que tu as fait. Ah non, franchement, Il plaît. il y a un truc de fierté, vraiment, hyper, enfin, je pense, peu importe qu'on soit une personne qui est naturellement fière ou capable de célébrer ses propres victoires, parce qu'on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Il y a des gens qui sont très mal à l'aise avec l'idée de dire qu'ils sont fiers ou heureux pour eux-mêmes. C'est vrai que mon premier fanzine vraiment où toute seule j'ai fait toute seule, enfin de se dire du premier, je sais pas, d'écriture, du dessin, des trucs, à l'impression, la mise en page, la reliure, même si c'était un truc très très simple. Et puis que t'en imprimes tout plein et que t'en as, je sais pas, une centaine et que t'as la pile sur la table de tous ces livres, que t'as la purée, j'ai fait ça toute seule et c'est à l'échelle de l'édition, c'est tellement rien, c'est 100 livres, on s'en fout. Enfin, je veux dire, voilà. Ça aide. Mais à échelle personnelle, c'est vrai. Et puis cette satisfaction de te dire, purée, j'ai tout fait toute seule. Alors, la machine, évidemment, heureusement qu'elle est là. Genre, je n'ai pas imprimé moi-même. Enfin voilà, l'imprimante, merci la Comcolor et les ateliers du tonnerre. Mais je veux dire, il y a ce truc. Waouh, c'est possible d'arriver à partir de zéro, l'idée, l'abstrait, le truc est vraiment tout concrétisé. C'est possible quoi. C'est trop gratifiant. Et la première fois que j'ai eu le exemplaire, qui forcément était plus précieux comme objet de par les matériaux qui ont été utilisés. Rien que la couverture, elle était cartonnée, donc rigide. Donc ça, c'était mon premier édité en maison d'édition. Là, ouais, c'est clair, il y a un truc un peu de, c'est délicat, c'est un bel objet. Enfin, je trouve qu'un livre, c'est vraiment beau. C'est un objet qui est beau, surtout ce que j'aime bien dans les bandes dessinées, c'est les covers, souvent, enfin, c'est de l'art, quoi, vraiment. Enfin, l'objet en lui-même est artistique. Et de l'avoir, enfin, mon éditrice trop chou, elle a pris des photos pour garder un souvenir de ce moment-là. Et j'ai envoyé à ma famille et ma grand-mère, dont je suis très proche. Elle a trop rigolé. Elle a dit, purée, Mathilde, on dirait que tu tiens on dirait une photo de maman qui tient son nouveau-né dans les bras. On dirait que on dirait une photo de maternité, quoi. J'étais là, oui, c'est vrai. Il y a un peu, j'aime pas trop dire que enfin, j'aime bien me dire qu'une fois que le livre est sorti, c'est plus à toi, il fait sa vie et ça t'appartient plus. Enfin, les gens en parlent et c'est plus, donc, ouais, mais c'était un peu, à ce moment-là, il était encore un peu rien qu'à moi. Il était pas encore sorti, c'était 2 semaines avant la sortie. Il avait pas été lu par personne, enfin, juste par mon éditrice, les gens de la team Casterman et moi-même. Mais donc, c'était la rencontre et le moment de waouh, c'est concret, quoi. Et c'est encore un peu à moi. Donc, c'est trop beau, c'est à moi. Et 2 semaines après, là, c'est à tout le monde, quoi. C'est à tout le monde, c'est à vous, c'est bon, j'en ai assez, démerde-vous avec ça, je veux plus voir en peinture, mais 2 semaines avant, t'es là, waouh, l'amour de ma vie, quoi. Non, mais c'est chouette. Je sais pas si ça fait ça à chaque nouveau livre. Moi, j'ai envie de penser que oui. Parce que chaque nouveau livre, c'est un nouveau projet, une nouvelle histoire, c'est une nouvelle aventure, c'est un nouveau truc, donc, ouais. Mais après, ça doit être encore plus spécial pour le premier, je suppose. Bon, on verra. Pourquoi je suppose? Je ne sais pas. Mais peut-être que c'est comme toutes les premières fois, on s'en souvient parce que c'est la première fois et c'est alors que ce soit un moment de très grande joie ou de grand traumatisme, enfin toutes les premières fois on ce truc qui marque peut-être un peu plus et puis cette sensation se retrouve les fois suivantes dans des expériences similaires ou qu'on reproduit, mais peut-être sans réatteindre ce truc de la découverte, de la surprise et puis où on est dans l'accueil pur d'un truc qu'on comprend pas encore et qu'on découvre alors qu'on le vit. Et peut-être c'est ça qui fait que la première fois c'est spécial. Est-ce que tu as eu l'impression d'avoir pas fait quelque chose, mais tu venais de longtemps sans savoir ce que tu voulais faire dans la vie, de même une partie où pas très heureuse dans la vie. Est-ce que quand t'as eu ton livre, peut-être c'était avant ça, hein, mais est-ce que c'est un peu
pas à la boucle, mais est-ce que à ce moment-là, tu t'es dit quand même, ok, je pense que j'ai trouvé quelque chose que j'aime bien. Maintenant que je le tiens et que je l'ai fait et que j'ai le résultat, j'aime bien. J'aime bien ce que je fais. Oui, je pense qu'il y avait un peu de ça. Il y avait un peu cette idée aussi. Alors la notion de j'ai bien fait de faire ce choix, de me barrer, de faire ça, c'était très clair rapidement pour moi que c'était un vrai bon choix. Peu importe le que j'en retire quelque chose sur le long terme après ou pas. Donc ça j'étais déjà en paix et très contente avec ce choix-là. Mais c'est vrai qu'il y a un côté ça exacerbe la sensation d'avoir trouvé un peu ta place. Parce qu'il y a quand même la validation aussi. Alors après, qui vient aussi peut-être, une fois que le livre est dans les mains des autres, des lecteurs ou des lectrices qui vont commenter, on espère toujours de façon plus ou moins positive, leur lecture. Mais je pense qu'on a tous quand même besoin... On peut pas se satisfaire à 100%, je pense, de sa propre... Enfin, s'auto-satisfaire, c'est super important, enfin d'être capable de d'abord et en premier lieu se valider soi et de rester fier et confiant dans cette idée que je connais ma valeur, je sais que c'est ma place et je sais que c'est ici que je dois être, et peu importe qu'on me montre de l'amour ou qu'on me valide, je suis pas moins digne de recevoir cet amour-là. Donc la perception de moi-même devrait pas dépendre de ce que les gens autour de moi me disent. Ça vaut la peine, ça vaut pas la peine, ce sera édité, ce sera pas édité, ce sera aimé, ce sera pas aimé. Mais quand c'est aimé ou quand c'est validé ou quand c'est idée que on t'a fait une place et on te dit ta place est là et qu'on vient confirmer cette idée que vraiment tu penses que ta place est là, il y a un truc qui se répare, j'ai l'impression, ouais, à l'intérieur. Un truc qui ça vient appuyer encore plus cette sensation de ok, maintenant je peux me détendre un peu aussi, quoi. Ok. Ouais. Je vais te refaire un livre, moi, pour comprendre. Pourquoi pas? Non, c'est plus trouver sa voix oui, c'est que, ça. forcément Et faire pour un toi, livre. Marie, comment c'était le fait de tenir, surtout que c'est arrivé vraiment. Mais alors c'est pour ça que moi alors moi c'est assez particulier je pense, hein. Il y a plein de paramètres différents. Depuis que tu n'as pas tiré, il est arrivé. J'ai pas spécialement, moi, tout est arrivé trop vite. Cette année-là, tout est arrivé beaucoup trop vite. Donc, j'ai pas réalisé. Après l'avoir dans les mains, j'étais juste là, bon, voilà, ça y est, c'est 30 pages. En fait, le seul truc que j'ai fait, c'est l'ouvrir pour voir s'il y avait pas des fautes d'orthographe. Parce que moi, j'avais extrêmement peur qu'il y ait des fautes d'orthographe. Il y en a une encore. Mais c'était mon truc parce que genre, j'étais là, faut pas qu'il y ait de fautes d'orthographe, faut pas qu'il y ait de fautes d'orthographe. Enfin, j'étais paniquée à l'idée qu'il reste des fautes d'orthographe parce que, donc, il y a quelqu'un et toujours les gens relisent mes bouquins parce que je suis nulle en orthographe. Vraiment, c'est problématique. Alors, j'essaie de m'entraîner je pense que ça va de mieux en mieux avec les livres, hein. Mais, et alors en plus, comme j'écris en communication inclusive, ça prend des heures de savoir qu'est-ce que j'ai voulu faire comme néologisme ou alors si c'est une politique. Donc je remercie toutes les personnes qui repassent avec moi et qui prennent le temps en me disant non mais là c'est une licence poétique ou alors c'est une faute d'orthographe. Non, ça c'est une faute d'orthographe et ça c'est une licence poétique. Voilà, donc ça prend des heures de corriger mes bouquins et merci à toutes les personnes qui s'y mettent. Aussi merci à tous ceux qui le font parce que j'ai plein de personnes qui me lisent et qui aiment bien mes bouquins et qui sont profs de français, donc à qui je peux envoyer et qui vont me refaire des premiers trucs comme ça et qui le font gratuitement, juste je leur offre le livre ou leur voilà. Mais merci aussi à toutes ces personnes de l'ombre, mais aussi des relectrices payées aussi que je rémunère parce qu'ils ont une expertise plus précise sur ce que je veux qu'ils relisent, etc. Voilà, donc il y a vraiment on est plein de personnes en fait derrière un bouquin. On l'oublie peut-être beaucoup, peut-être les gens ne s'en rendent pas compte, mais il y a plein de personnes derrière un bouquin aussi qui te motivent quand t'as pas envie ou je sais pas quoi. Donc tout ça pour dire que depuis que tu n'as pas tiré, j'avais surtout peur. Puis il a bien marché, je me suis pas rendu compte qu'il marchait bien. Enfin, je pense qu'il a fait un peu de bruit et j'ai pas compris. Puis j'en ai fait un spectacle et puis je travaille sur le spectacle. Enfin bref, du coup depuis qu'il est parti, j'ai pas de souvenirs. Je me souviens que j'avais regardé cette faute d'orthographe, c'est tout. Après Sous le noir du tarmac, où là c'est moi qui ai vraiment dessiné la couverture. Enfin j'ai expliqué à un graphiste ce que je voulais, qui a pris beaucoup de temps aussi. Pardon. J'ai fait moi qui ai fait la couverture. C'est moi qui c'est tous mes traumas sont dans Sous le noir du tarmac, donc pour moi c'était un gros truc deep. Celui-là, je me souviens quand je l'ai reçu parce que j'ai fait une vidéo pour Instagram. J'ai reçu la boîte chez moi de mes exemplaires gratuits et j'ai vraiment fait comme ça.
j'ai pas osé le relire. Par contre, j'ai pas lu celui-là. Autant depuis que n'est pas terrible, je l'ai lu. Autant sur le tarmac, je l'ai pas lu. J'étais excitée. Et puis j'étais là, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai écrit? Tous mes traumas sont lancés dans la nature. Tout le monde peut avoir accès à toute ma vie. Moi, même si j'avais fait un gros travail avec la psychiatre et que j'étais d'accord pour le sortir, hein, mais donc, du coup, c'était vraiment excitation. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Ma mère peut le lire. Voilà. Donc, c'était en 2 temps. Meute, par exemple, c'était un peu déjà, genre, c'est mon 3e, je suis contente de l'avoir, je sais que c'est précieux, mais pareil, c'est aussi un peu un truc, c'est un peu un truc que j'ai écrit parce que Mélanie m'avait dit, ah, mais si tu veux venir à Paris avec moi, faut que tu écrives un livre. OK. Donc voilà. Motivation. Dans la matière pour, Mais moi, je suis toujours de la matière, hein. Moi, tu me challenges sur quelque chose et je t'écris des bouquins, hein. C'est pas de souci. Donc, du coup, mais j'en suis très fière, mais, par exemple, je l'ai relu, il y a pas très longtemps, parce que quelqu'un me posait une question dessus, j'étais là, oh, bah, c'est vrai qu'il est bien. En fait, j'avais oublié que j'avais écrit ça. Complètement. Tu sais, moi, je l'écris dans les trains en tournée, ce bouquin-là, principalement. Et je sais pas, c'est comme si, et c'est moi qui ai choisi avec ce truc de grain de papier. Je sais bien qu'on a passé des heures à corriger aussi tout ça, qu'en plus il est graphiquement aussi particulier parce qu'il s'ouvre dans l'autre sens. Enfin, j'aime bien les trucs graphiques un peu particuliers. Non, pour Depuis que n'a pas atterri, c'était tellement, je croyais tellement pas que c'était mon livre que j'avais rien demandé, juste qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe. Les autres, je commençais déjà à faire, ah non, c'est moi qui vais faire la couverture, ah non, je vais faire ça, ah non, je vais écrire comme ça. Trop chiant pour les personnes qui savent mettre tout ça en pratique, mais voilà. Mais par contre, là où je me souviens le plus, pour répondre à ta question, de ce sentiment de fierté que moi j'ai du mal, hein, un peu avec de me dire, ok, j'ai le droit d'être fière de moi. Mais là, il y en a 3 que je peux situer. C'est du coup, quand tu reçois des prix, mais pas seulement des prix, mais même en fait quand tu reçois des gens qui t'écrivent sur internet en disant j'ai lu votre livre, merci. Ça, à chaque fois, je me dis, oh, c'est vrai, j'ai écrit un livre qui fait ça. Enfin, que les gens passe même le cap de me contacter pour me dire merci. Après, moi, je fais de la scène aussi, donc ils le découvrent généralement sur scène aussi, donc c'est mêlé à ma pratique artistique de performance, quoi. Il y a ça, il y a ça, par exemple, je me souviens très clairement de oh mon Dieu, ça y est, j'ai fait ça, et ça, mais les 3, j'ai eu une bouffée de fierté pour les 3. C'est parce que je suis citée dans un livre à côté de Toni Morrison et d'Audre Lorde, et de Kazé, et quand on m'a envoyé ce screenshot, j'ai lancé mon téléphone, et j'étais là, oh, waouh! Bon, après, j'ai quand même lu le livre pour savoir dans quel contexte j'étais citée. Oui. C'était oui. Non, c'était pas. Mais je suis surtout citée à côté de noms qui est mis, c'est tout machin, où j'étais là, oh, mais c'est pas possible. Et là, je sais pas comment te dire, mais là, j'ai eu un truc de, oh, waouh! En fait, j'ai fait quelque chose. Et alors, parfois, ce sentiment, je l'ai aussi quand, parce que pour revenir à cette fierté, moi j'ai plus ça, c'est pas une question quand il est édité, c'est par exemple là je suis sur mon roman et là j'ai écrit des 5 pages, il y a 2 semaines j'ai écrit les 5 pages de la fin et je sais pas comment te dire, c'est comme si ça écrivait, l'écriture était là malgré moi et j'ai écrit cette 5 pages en insomnie, dans la nuit, en 2 heures je pense, j'étais sur les 5 pages, je savais pas, ça fait 6 ans que j'écris ce roman, je sais pas où je vais avec et tout, et là j'ai écrit les 5 pages de la fin et j'ai eu un sentiment de, tu sais, c'est plus fort que tout, c'est plus fort que moi en fait, c'est pas, et je savais que c'était la fin de mon roman. Et ça par contre je l'ai, mais ça n'a rien à voir avec l'édition, c'est quand t'es dans l'écriture et quand même tu t'as le truc, t'as toutes tes pages, hein. Même parfois tu sais, je demande à des gens de me faire des préfaces ou quoi, donc où je l'envoie avec des gens, et quand tu l'imprimes la première fois juste chez Smileman à Fernand Coq, tu vois, quand t'imprimes et que tu fais relier pour donner à quelqu'un pour relire, tu vois, et que tu sais que c'est, je sais pas, vraiment t'en imprimes plein parce que je suis désolée les arbres, ne me pardonnez pas, mais pardon les arbres quand même. Mais parce que t'en imprimes plein pour essayer de le mettre dans le bon ordre et tout, parce que parfois c'est pas, l'ordre va encore changer et tout. Mais quand tu le passes à quelqu'un et que tu fais une petite reliure avec, là généralement tu sais que t'es quand même sur le truc final, quoi. Ouais. Et il y a pas encore la lecture. Enfin après moi j'essaie de faire sur le lecture orthographique, sinon c'est illisible mes trucs. Mais voilà, c'est pas encore. Tu sais bien que c'est pas encore le produit final qui va être édité. Mais tu l'as en main. Et je sais pas, il y a un truc de, allez encore une étape, quoi. Ça. Et aussi, parfois, quand je sais qu'on fait des TFE sur moi, sur mon travail, enfin, sur mon travail, ça aussi, je suis en train de me dire, en ce moment, en plus, j'en ai pas mal, et une année où j'en ai vraiment très plein, tout plein, et je me suis dit, mais en fait, je sais pas, c'est des trucs qu'on archive, ça. Et genre, dans les archives du monde, il va y avoir une année où il y a des TFE sur mes œuvres. Mes œuvres. Je dis mes œuvres parce que du coup, c'est pas sur moi, mais genre, je vais être écrit dans l'histoire du monde. Enfin, tu vois, je sais pas, répertorié dans l'histoire du monde, quoi. Ouais. Et généralement, les TFE, en plus, expliquent des trucs que je comprends même pas de mon écriture. Je suis là, oh, c'est hyper intéressant. En plus, j'ai fait ça. Oh là là. Et je sais pas, j'ai l'impression d'avoir participé, du coup, à
à façonner peut-être différemment la société ou essayer de la faire prendre un autre chemin. Et ça, par exemple, ça, parfois, je suis là, genre, waouh. Enfin, comme cette personne m'a envoyé le screenshot. Le livre, c'est La charge raciale de Douce Dibondo. Et, c'est une autrice qu'en plus que j'admire hyper fort. Et puis, tu vois ton nom à côté de James Baldwin, Toni Morrison et tout. Et tu te dis, mais c'est pas possible. Et c'est pas un truc de fierté, d'orgueil. C'est juste, non. tu fais, moi, j'ai paniqué, tu sais, j'ai lancé mon téléphone, j'ai fait, et puis après, je suis quand même allée le rechercher pour relire, voir si c'était bien mon nom. Peut-être, je me suis dit, elle s'est trompée, peut-être, parce que ça nous arrive parfois qu'on nous confonde entre slammeureuses. Du coup, peut-être, elle s'est trompée et tout. Et en fait, je sais pas, c'est hyper, mais c'est pas un truc, moi, de reconnaissance, mais c'est de se dire que... j'ai fait quelque chose de bien. Oui, en tout cas, j'ai fait quelque chose qui a vraiment eu écho et qui a peut-être changé pour eux, même quand c'est pour des gosses, des ados qui m'envoient des petits messages. Ouais. Là, je regarde, limite, je les ressors et je fais, merci, les gars. Tu vois? Ouais. Merci. Quand je reçois un message, parfois, je le reprends, je regarde la couverture, je fais, il y a quelqu'un qui nous a envoyé un message, les gars. Tu vois, c'est plus dans ce sens-là. C'est vrai que le temps pris, c'est super important, c'est vrai, de souligner que les gens qui prennent le temps, un tout petit moment de leur journée, pour partager tout simplement l'effet positif que ton travail a pu avoir sur eux, c'est comme une... Enfin, tu te sens vraiment connecté. Enfin, c'est très solitaire quand même. Moi, je trouve l'écriture, écriture BD, etc. Enfin, c'est un métier où t'es très vite. J'ai bien aimé quand t'as parlé de cette sensation quand tu termines et que ça fait 6 ans là que t'es sur ton roman, puis qu'à la fin t'es là, waouh, j'ai écrit les 5 dernières pages, ça y est. Je trouve que cette connexion que, enfin, moi, je vois vraiment l'écriture comme tu connectes avec cette espèce de magie, enfin il se passe quelque chose et tout qui est pas vraiment de ta maîtrise. J'ai pas l'impression qu'on écrit des histoires en les sortant de nos têtes, j'ai l'impression que il y a une histoire qui cherche à se raconter, mais elle finit toujours par se raconter un peu toute seule. Toi tu peux essayer de faire des trucs d'écrivain en essayant je vais faire un axe de lecture ou je vais lire le livre du scénario nickel et puis je vais appliquer. Il y a un moment ton histoire elle résiste à ça. Si c'est pas, enfin j'ai pas la sensation que ce cadre, à chaque fois, permet de réellement laisser l'histoire s'exprimer. C'est plus, tout d'un coup, ça s'écrit, tu reviens dessus, ça repart. Et quand cette collab avec le médium de l'écriture se termine enfin sur quelque chose de « Waouh, là, c'est fini. » Enfin, c'est fini. Premier jet, ça y est, il est là. C'est comme... Tu te sens, connecté à un truc qui est vraiment... Waouh, je suis pas... tout seul magique, et quand d'autres gens, franchement c'est magique et quand d'autres gens ressentent ça aussi et qui connectent avec ce que t'as vécu avec toi, peut-être aussi un peu à travers une proposition que tu leur fais qui est ton travail artistique, tes romans, tes trucs, c'est vraiment, tu te sens comme on est un peu liés maintenant toi et moi. Alors c'est un lien qui est très épisodique et très voilà. On se connaît pas, on sait pas qui tu es. Enfin, t'as certainement eu des séances de dédicaces ou quoi où les gens te rencontrent et t'as ce truc de, tu sens que les personnes en face de toi, elles vibrent à la même fréquence comme ça. Oui, vraiment. Mais moi, et elles te parlent et puis t'es là, c'est trop cool. Genre, c'est vraiment, on connecte là, vraiment. C'est hyper intéressant parce que moi j'ai déjà été faire dédicacer des livres et je me demande toujours qu'est-ce que la personne en face de moi pense parce que moi j'ai lu. Je me dis, est-ce qu'il se dit, c'est le 24 millième taré qui me demande de signer et je lui dis c'est trop bien, ou est-ce qu'il y a un truc, enfin, après, ça dépend de chacun. Ouais, il y en a, je pense que c'est pas agréable. Moi, j'adore. En plus, moi, j'écris des dédicaces, mais longues comme mon livre. Tout le monde me le dit. Personnalisé. Mais bon, personnalisé, et je parle un peu avec la personne, puis j'essaie de trouver un point commun, puis après, j'essaie de réécrire un petit truc. Et alors, parfois, je me bouge aussi, parce que parfois, quand t'as une longue file, faut quand même pas avancer. Donc, je module un peu une phrase. Mais j'essaie toujours de faire un truc hyper personnel. Parfois, c'est très drôle parce que j'ai des plus petites filets que les autres autorisent, mais c'est moi qui finis en dernier parce que j'écris des romans. Oui. Du coup, tout le monde fait genre, mais comment t'as su, c'est pas encore fini? Est-ce que je prends mon temps et j'écris un truc personnel et j'écris des trucs comme ça. Mais non, mais je pense qu'il y a un truc de flux. Et par exemple, tu vois, moi, pour mon roman, là, par exemple, j'ai écrit les 5 dernières pages, mais il manque encore le mieux, tu vois. Mais tant que ces 5 dernières pages vibrent, il y a aussi une rencontre, c'est ça que je voulais dire, avec le flux du monde, comme ça. Je sais pas comment t'expliquer. C'est pas, quand tu vois, je parlais d'entonnoir et qu'en fait, t'as ouvert la vanne et qu'il y a un truc qui s'est
Mais en fait, dans cet entonnoir, il y a aussi un autre truc un peu magique qui est un flux du monde extérieur qui vient se connecter à toi, ta créativité. Et ça, j'ai l'impression que du coup, quand t'es en hyper vibrance là-dessus, mais moi, chaque personne qui me tend mon livre ou qui m'envoie une photo, qui m'envoie un petit truc, je sens que cette personne, elle vibre encore à la même fréquence que ce que j'ai réussi à mettre dans le livre. Et du coup, qu'on est connecté par une sorte de lien magique comme ça. C'est vrai. C'est vraiment un peu... Bon, c'est peut-être on a l'air de mystique quand on dit ça, mais... Non, mais c'est pas palpable, tu comprends ce que je veux dire? C'est comme quand tu rencontres quelqu'un et que, tu sais, des gens que... Parfois, t'as des amis que t'es amis depuis longtemps, donc c'est un lien qui vibre à une autre fréquence beaucoup plus basse, parce que ça fait longtemps et tout ça. Mais il y a des gens que tu rencontres comme ça, et je sais pas pourquoi, tu sens que tu les connais depuis toujours. Comme ça. Oui. T'as encore parfois des amitiés d'adultes comme ça qui se créent à l'âge adulte alors que tu pensais plus, parce que juste la personne, elle est là, et en fait, c'est ok. Enfin, je sais pas comment dire, ça vibre, c'est bien. Ça te dérange pas, tu dois pas jouer, tu dois pas mettre tes masques, tu dois pas mettre tes trucs. La communication, t'as l'impression qu'il y a une facilité de communication, que vous avez le même vocabulaire pour les trucs, parce que les mots, c'est compliqué, hein. Ça veut pas dire la même chose pour tout le monde, et moi, parfois, je suis complètement paumée avec ça me... Bref. Mais du coup, quand je vois quelqu'un qui vibre à la même fréquence, je me réfère plus à ça. Okay. Ouais. Il y a cette magie-là quand tu fais des trucs qui sont des trucs, quand tu fais des trucs. Tu fais des trucs, genre, des chansons. Mais même des chansons. Moi, je le vois, j'adore la musique et tu vois, là, je chantais tout à l'heure. Je suis connectée hyper fort à cette chanson et je me dis, d'office, je suis connectée à la personne qui l'a composée, à la personne qui l'a masterisée, à la personne, enfin, tu vois, en fait, on est connectés et je sens quand je chante ces chansons. Ah bah, tu vois, mais c'est ça. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Moi, je suis fan de Lara Fabian. Il y a un truc où quand j'écris ça, j'écoute sa musique. Ah, là, il y en a non, mais Lara Fabian, c'est la base. Ah ouais, la base à l'intérieur. C'est ça. Ouais. Tu vois, mais Lara, quand elle chante, ça peut me ramener à un endroit de présence. Moi, j'explique pas et j'ai pas envie d'expliquer. Mais Lara, il y en a d'autres. Lara, c'est ma first one, tu vois. Mais voilà, même des jeunes. Alors, dans les jeunes, à part j'ai flashé sur Billie Eilish, je sais que c'est très commercial, mais il y a un truc chez cette personne qui me, voilà. Et voilà, après, voilà, les grands noms, Whitney Houston ou tout, ou même des livres que tu tiens comme ça et tu te fais, mais ce livre m'a ouvert un univers dans ma propre tête, tu vois. Oui. Qui fait que, moi, c'est ça. Moi, je fais beaucoup de palais dans ma tête. J'appelle ça des palais. C'est des mondes qui sont les palais mentaux, ouais. Ouais, les palais mentaux. Et tu vois, moi, j'ouvre des mondes et il y a des livres qui m'ouvrent des mondes, tu vois. En fait, tous les livres m'ouvrent des mondes. C'est pour ça que je suis fâchée d'avoir lu La Neige en Vous. Mais, ça, j'avais pas envie de cette vibrance-là dans ma tête. Mais, la pauvre ou le pauvre auteur, je suis désolée. Mais voilà. Donc, du coup, c'est des trucs, ça vibre hyper fort, quoi. C'est magique un peu. Et pour toi, les dédicaces, tu le vis pareil? Moi, j'adore le côté rencontre parce que tu sens toujours dans. Alors, ouais, quoique, ça dépend un peu les festivals, les lieux, les machins, parce qu'il y a aussi beaucoup de ce phénomène un peu de chasseurs de dédicaces parfois. Où ça, c'est pas cool. C'est vraiment. Chasseurs de dédicaces. C'est des gens qui viennent en convention et qui s'en fichent de savoir. Ils ont pas lu le livre, ils ont pas l'intention nécessairement de le lire, et ils sont là pour faire un peu du business. Genre, ils sont collectionneurs, ils ont envie d'avoir une dédicace. Parce que on sait jamais, soit dans quelques années ça se vendra bien, soit ils ont une collection et tous les livres qu'ils achètent, ils tiennent absolument à avoir une dédicace à l'intérieur. Donc si t'es là en convention, ils viennent se faire signer. Puis tu sens que ces personnes-là, quand elles arrivent, elles ont pas... Voilà quoi, il y a pas tellement d'intérêt à interagir et t'es plus dans un... Tu sens que là t'es plus voilà, t'es un produit quoi. Oui, un peu tout. C'est un peu ça, c'est un peu embêtant et ça peut arriver. Mais beaucoup plus avec les grands auteurs, les grands noms, les trucs comme je suppose que les Gueuluc et compagnie, ça doit pas arrêter, les chasseurs de dédicaces. Moi j'en ai peut-être eu quelques-uns. Enfin j'ai eu 2-3 fois des gens qui étaient un peu désagréables en mode ouais, pas cool, mais très rare. La plupart du temps, c'est trop chouette. C'est des trop chouettes rencontres. L'acte même de la dédicace, en tout cas en BD, on fait des dessins, beaucoup. Moi, je fais des petites gouaches et tout, donc ça prend un peu du temps aussi. J'ai pas toujours la plus longue file non plus, mais ça met du temps parce que j'aime bien discuter avec les gens et je fais ma petite peinture, mon petit machin. Que je trouve chouette, mais il y a un côté, selon les tranches horaires que tu dois faire, ça peut vite être très fatigant. Genre vraiment en festival, quand t'as des fois des 8 heures d'affilée où tu dois être en table, alors c'est pas 8 heures où il y a du monde tout le temps, hein, mais c'est quand même... Ça sollicite. Voilà, ça sollicite, il faut être prêt à dessiner, pas dessiner, faire tes trucs, pas tes trucs, donc c'est...
il y a des bons, des mauvais côtés. Moi, l'acte même de la dédicace, je m'interroge encore dessus je trouve ça curieux aussi, peut-être un peu de demander à un auteur enfin, je trouve ça, enfin, je sais pas, je trouve ça marrant de vous faire une file pour partager un moment, je comprends. Ouais. Pour discuter, pour parler un peu. Enfin, si c'était vraiment à chaque fois une conversation en mode qu'est-ce que t'as pensé du livre, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça, trop cool. Et c'est ce que je préfère. Mais l'acte même de la signature dans le livre, le petit dessin, le petit machin, le truc, et puis après les gens, je trouve ça marrant, quoi. C'est drôle, c'est culturellement, voilà. Moi, Qu'est-ce que c'est J'ai ça? jamais pensé comme ça. Mais moi, j'avoue que je l'ai fait il y a 2 jours, mais à l'inverse. Donc, c'est moi qui ai été faire dédicacer mon exemplaire. Non, mais J'étais bah là, voilà. et j'ai avancé, j'étais là avec ma pote, genre. Non, mais c'est C'est hyper chelou de faire ça. C'est Et elle a hyper dit, chelou et de ma faire pote m'a dit, mais tu te rends compte maintenant de ce que les gens vivent quand ils viennent te voir? Et j'étais là, mais c'est hyper chelou. Mais c'est hyper chelou, ça. Aller demander à quelqu'un, bonjour. En plus, Non, mais, Non, mais alors, quand tu non, sors, alors là, ça quand va, tu là, sors ça de la allait, non, mais là, ça allait parce que perspective, c'était un truc où la personne avait fait une petite rencontre, un petit talk, tu vois. Donc, à la Mm. limite, voilà, tu vas faire ton, voilà. Mais même dans ce contexte-là, j'étais là, mais pourtant, je l'ai lu et tout. Bon, c'était un livre sur l'inceste, donc c'est compliqué, mais tu vas pas faire, c'était super. Mais vraiment, j'ai adoré. Et du coup, je l'ai un peu tendu en disant, je suis désolée, mais je sais même pas quoi dire parce que d'habitude, c'est moi qui suis de l'autre côté. Du coup, je sais pas trop c'est quoi les formalités, en fait. Parce que moi, je vois que les gens sont gênés, donc du coup, c'est moi Oui, qui vais tout de suite vers les gens. moi, je le vois comme... Et moi, je suis tout de suite genre, ah, bonjour, vous avez lu, et je vois. C'est facile Et d'être voilà. mais dans quand c'est l'autre, toi c'est qui hyper en chelou, demande, c'est tu vois. bizarre. T'es là, c'est quand même marrant. Moi, je le vois comme... Mais je comprends. Je viens parler... Oui, c'est vrai. Mais c'est trop C'est bizarre. Je viens parler, mais Mais si je t'es viens- timide, je c'est viens- compliqué, tu vois. Oui, j'ai bien aimé ce que t'as fait, quoi. C'est ce que je viens de Mais oui, te dire. mais c'est trop bien. Mais ça, c'est trop bien. Je Mais viens de dire tu vois merci le parce truc que, comme de... vous expliquez, moi, Oui, chaque c'est ça. livre, c'est un Dire merci. univers. Oui. Moi, je viens dire merci parce que Ah oui, c'est oui. comme si je peux voir un réalisateur. Je suis très cinéphile. Ben, merci parce que Mais du coup, tu demandes un j'ai lu autographe. ton DVD. Oui, mais c'est ça. Réalisateur. Je serais capable C'est déjà pour faire comprendre à tout le monde que je l'ai vu. Ah, voilà, c'est autre chose, là, voilà. Et aussi, je sais pas, j'ai l'impression que, bah, ouais, attends, Ça, mais tu gardes une c'est un trace du souvenir, moment. c'est comme Oui, avoir, ça va. C'est la trace. c'est peut-être même mieux qu'une oui. photo. Je sais pas, c'est, Je pense que c'est une manière de garder une trace de ce moment parce qu'on est des humains, on adore regarder des petits objets qui, enfin, tu peux être le moins matérialiste du monde, on a tous un petit objet qui vaut absolument rien, mais qui à tes yeux vaut la terre entière et tu pourrais jamais, genre une petite caillou qui t'as ramassé avec ta grand-mère quand t'avais 3 ans, enfin. Ouais. Un truc où tout le monde s'en fout, le monde dois entier avoir ça s'en quelque fout, mais part. toi, c'est précieux, c'est hyper précieux parce que ça représente quelque chose, parce que c'est symbolique, parce que c'est la trace, c'est la mémoire, c'est tout ce que tu veux. Et peut-être qu'il y a un peu de ça. C'est un peu ancrer ce moment dans une... ce moment était réel parce qu'il y a une preuve concrète. Peut-être c'est ça, mais personne consciemment se dit ça en faisant la file pour l'autographe, mais peut-être que c'est motivé un peu par cet instinct de l'humain qui est il faut marquer le coup, il faut marquer d'une pierre blanche, il faut que cet événement soit notable pour que le souvenir reste et pour qu'on puisse faire ce Sauf que travail je de l'avais pas mémoire. vu. Enfin, Moi, justement, moi, je le voyais comme, pour moi, quelqu'un qui sort quelque chose au grand public. Mm. Ben, je suppose qu'il se dit aussi que potentiellement, même s'il y a que 2 personnes qui le lisent ou regardent mon film, que potentiellement, ces 2 personnes-là voudront peut-être me dire quelque chose un jour. Ça, ça oui. même merci, même mais juste, oui, oh, non, mais ça, oui, mais Mais moi, ça, je comprends, je me suis dit, c'est pas bizarre dans ce sens-là, mais je comprends aussi que ça ait l'air C'est bizarre. plus l'acte en lui-même, Mais oui, de c'est la ça. signature et du mot ou du dessin dans le livre qui accompagne la conversation, qui ça est effectivement Oui, ça, c'est ultra ouais. importante et vraiment, moi j'adore ces moments-là de conversation, mais c'est plus l'accompagnement de la conversation qui est de faire ce geste que je trouve des Oui, fois un peu, mais c'est ça. c'est Sinon, étonnant quand personne même. va me croire que Il y a je des vais gens parler. qui disent que c'est du travail gratuit aussi, que c'est une forme de gratuité. Alors moi, je suis pour la gratuité, pas forcément ni pour ni contre. Dans certains contextes, c'est important la gratuité, mais c'est vrai qu'il y a certains auteurs de BD qui soulignent, et autrices, qui soulignent que ça fait un peu travail à la chaîne, ça fait un peu, oui, mais tu dessines, donc c'est facile, et donc tu fais ça. Et en fait, il y a plein d'auteurs et d'autrices qui ne font pas réellement ça par plaisir, ce côté dessin et performance du dessin. Il y a ce côté aussi où je suis très mal à l'aise quand on me regarde faire un truc, je me mets à ne plus savoir le faire. Et donc dessiner C'est chaud un peu. en face de quelqu'un qui te regarde avec des grands yeux et qui discute un peu avec toi, mais qui regarde quand même, il y a un côté performatif avec lequel je suis pas méga à l'aise non plus. Contrairement à une conversation qui là est beaucoup plus naturelle, qui est beaucoup plus bornée dans le moment et c'est chouette et il y a pas de performance réelle. Tandis que dans le fait même de dessiner ou peut-être d'écrire un bout de texte ou
Ça peut être ouais. Enfin, après, moi je pense que ça doit être des hiéroglyphes. Oui, parce que j'écris jamais avec un bic. Ça sort. J'espère que. Alors je dis toujours à personne, bon, si tu sais pas lire, tu me retrouves sur internet et j'essaie de me déchiffrer, hein, parce que moi j'écris pas avec un bic. D'habitude, je peux t'envoyer un SMS si tu veux. Non, mais j'étais en train de rigoler tout à l'heure parce que je me suis dit, tiens, c'est marrant. Moi, si je devais rencontrer mes plus grandes stars. Enfin, mes plus stars, inspiration et tout comme ça, j'aurais pas spécialement envie d'un autographe. Mais du coup, je sais pas si ce serait ok de penser ça. Mais je préférais genre ou avoir un bisou ou un câlin ou coucher avec elle. Mais tu vois, parce que pour moi, c'est grave, ouais. Mais tu vois, dans le sens où pour moi, c'est plus une trace. Je veux dire que avoir un bout de papier chez moi, enfin, je sais pas si c'est. Surtout que moi je le perds. C'est peut-être pas ok avec leur consentement et tout ça, bien sûr. Hein. Mais je sais pas quand j'imagine. Non, mais et pas en mode. Non mais pas en mode. Non parce que je me suis dit ça va être hyper creepy que tu dises ça, mais je veux dire. Pour moi, faire une rencontre, c'est plus l'ordre du touche, enfin, je sais pas, des sens, en fait. Tu vois, des sens humains. Alors, après, moi, je dis ça, mais en même temps, j'ai plein d'autographes dans tous mes livres, parce que tous mes potes sont, du coup, autoristes. Et du coup, mais alors, j'ai des vraies dédicaces d'amis, enfin, tu vois, parce qu'on a. Oui, c'est des potes, c'est des potes, quoi, c'est différent, quoi. Mais oui. Mais je pense que sinon, je préfère avoir un câlin ou un bisou. D'ailleurs, moi, si les gens me demandent gentiment, je fais des câlins aux personnes qui viennent faire des dédicaces. Tu vois, je suis quand même dans une certaine mise de disposition de moi, avec mon consentement. Bien sûr. Et voilà. Mais si je devais rencontrer des stars ou quoi, je pense que je préférerais leur faire un câlin. Mais il faudrait faire le test, en gros, la prochaine fois que t'as des dédicaces, tu vois. Ça ferait beaucoup de gens qui les touchent, les pauvres, mais. Les gens qui arrivent, tu te dis, bah, c'est soit un mot, soit un câlin. Et on voit ce que les gens décident de faire, tu vois. Particulier, parce qu'il y a des gens que j'ai pas seulement. Alors voilà, ça, c'est un autre problème, évidemment. Je réfléchis au concept. Mais non, mais tu vois, mais parce que je suis d'accord avec ce truc de traces ou d'histoire à raconter, mais moi, je voudrais une vraie histoire à raconter. Alors, même pas un bisou, un câlin, mais genre vraiment aller boire un verre, tu vois. Je préférais dire que j'ai été boire un verre avec Lara Fabian, qu'on a passé la soirée à parler. D'office. Bah oui, ça, d'office. Et de pas avoir d'autographe pour le prouver, tu vois, mais pouvoir avoir cette histoire-là à raconter. Ouais, parce que, mais moi, après, je suis quelqu'un qui raconte des histoires, donc ce serait mon kiff à moi, parce que pour moi, c'est ma manière de laisser des traces, c'est l'histoire, quoi. C'est vrai. Justement, dans votre secteur d'activité, est-ce que vous avez, pas des idoles, mais des gens qui vous inspirent en tout cas. C'est très actif. La Rafa. Tu veux dire tous mes crushs, tous mes crushs d'été. Qui vous inspirent en tout cas dans ce que vous faites. Pas forcément en se disant je vais faire comme lui, mais ça a été une grande inspiration dans ce que je fais. Oui, d'office, il y en a plein. Mais ça, c'est trop la question piège, hein. Parce que d'une fois à l'autre, tu sais, tu dois répondre à un truc différent. Enfin, moi, quand on me demande mes rêves ou mes inspirations, à chaque fois, je suis là, merde, c'est vrai, c'est quoi mes rêves, c'est quoi mes inspirations? Alors que je sais que j'en ai plein, mais c'est une question qui est dure. Je sais que j'ai Julien Nel, que j'adore vraiment, plus que tout, qui a fait la BD Loup. J'ai un attachement émotionnel à cette BD. Et les couleurs, les trucs, enfin, ça me parle à fond, ça j'adore. Sinon, je sais pas, je pense à Tilly Walden, qui est une autrice américaine, qui fait plutôt du roman graphique aussi, un peu autobio. Oui, d'office, plein de gens. Après, il y a des gens qu'on rencontre aussi. Et qui t'inspire, que tu rencontres, tu vois, lors de conventions, des trucs comme ça, et tu connaissais pas forcément leur travail avant. Parfois, de rencontrer les personnes aussi, d'abord rencontrer la personne qui t'introduit ensuite à son travail, je sais pas si ça influence, mais sans doute ça influence un peu ta perception après de l'objet. Donc ouais, c'est pas une question facile, je trouve. Non, et puis en plus elle est large, tu vois. Qui a inspiré quoi? L'envie, le style. Enfin, je pense pas copier les styles, mais enfin, j'espère pas. Mais, mais en même temps, si, parce qu'en slam, on est très, on fait pas du copiage, on fait des hommages, des fémages ou des humages. Tu vois, donc on voit tout comme ça. Moi, si tu lis mes textes, c'est que des citations de Jacques Brel à Lara Fabian. Voilà, c'est pas du tout, non, je rigole. Mais mis dans un sens. Mais après, oui, après il y a des gens qui sont significatifs dans ton parcours, je pense. Moi, je dis toujours que ma marraine du slam, c'est Lisette Lombé. Après, je dis que la première femme qui m'a fait prendre conscience que en tant que Belge, je pouvais écrire, c'était Jacqueline Hartmann. Parce que j'ai retourné la 4e de seconde, j'ai fait, elle habitait à Bruxelles, mais Bruxelles c'est en Belgique. Mais attendez, une femme belge, ça peut écrire des livres. Je pensais qu'Amélie Nothomb était française, donc ça comptait pas. Tu vois, il y a plein de déclics comme ça dans ton parcours. Après, je sais qu'il y a des romans qui m'ont bouleversée, mais je suis même pas sûre de vouloir rencontrer l'autrice ou l'autrice. Genre, je sais pas, je pense au Chardonneret de Donna Tartt.
c'est un livre que j'ai lu, déjà je pouvais pas quitter ce monde, quoi. Et je l'ai lu, voilà. Ou alors des écritures complètement qui m'ont bousculé. Comment elle s'appelait cette personne? Liv, non, je sais plus. Ça va me revenir un moment, peut-être, je vais crier comme ça. Voilà. Mais je sais pas, il y a des auteurs oui, qui m'ont bousculé. Après, il y a aussi quand tu reviens de tes idoles, parce qu'il y a plein d'idoles, tu t'apprends après que c'est pas des gens très cool. Voilà. Moi, je sais bien que je me suis baladée avec Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire dans ma poche d'ado tout le temps en relisant ces poèmes torturés, tout machin. Je sais pas si c'était le type le plus extraordinaire du monde, mais c'est vrai que c'était quelque chose qui m'a lié à un moment dans ma vie où je relisais Les Fleurs du Mal. Enfin, mon exemplaire était tout tordu comme ça et je me disais, oh, en fait, c'est de la beauté dans la violence. Enfin, je sais pas. Et que pendant cette période de mon adolescence, ça m'a aidé à survivre, tu vois. Moins que Lara Fabian, mais... Lara Fabian, elle aura pris, franchement, aujourd'hui, elle est chez elle, elle sent plus envie. Tous mes podcasts, toutes mes interviews, je n'arrête pas de parler d'elle au cas où. Je veux dire, au moment où tu fais des incantations à l'univers, vraiment, ça va se réaliser. Non, peut-être va juste se sentir très... Et elle est là. Non. Et là, voilà. Mes amis me font tellement une blague qu'un jour, ça va m'arriver. T'as vu, je me suis fait me jeter par terre, par réflexe. Non, mais je pense que du coup, voilà, ça dépend vraiment de quelle inspiration tu parles, inspiration à quoi. Je sais pas. Je pourrais citer plein de personnes en fait qui m'ont inspiré. Et après aussi, c'est pas spécialement que dans la pratique, dans ta pratique à toi. Enfin, tu vois, moi, je suis inspirée aussi par de la BD de ouf, genre Calvin et Hobbes et Tulip. C'est mes 2 BD préférées et parce que c'est hyper Tulip, c'est trop bien. Ouais. Et je suis trop sur et j'ai même bref. Et du coup, je sais pas, ça par exemple, ça m'a inspirée de ouf à me dire je sais pas, il faut faire son univers à soi. Enfin, j'aime beaucoup les gens qui osent en fait faire leur univers à eux. Et du coup, en fait, ça t'offre la liberté de toi te dire, on s'en fout, en fait, je vais écrire mon univers à moi. Tu vois, ce concept-là. Ça, c'est des gens qui m'inspirent beaucoup ou qui se disent, je sais pas, je sens pendant l'écriture, ils se sont dit, je sais pas si c'est bien, mais je m'en fous, je vais jusqu'au bout. Et en fait, ça a fait des œuvres magnifiques. Enfin, tu vois que c'est moins réfléchi que ce qu'on pense, mais une sorte d'impétuosité de l'essai comme ça, ou alors peut-être parce que il y a aussi qui travaillent hyper fort et ça, enfin, il y a des auteurs, des autrices et des autoristes qui sont malades, enfin je veux dire malades dans le bon sens, hein. Genre qui vont vraiment faire l'étude du milieu du machin parce que place l'histoire dans un truc. Moi je trouve ça, je suis complètement amoureux de ces auteurs là, de ces autrices là. Elles sont vraiment, tu sais, elles vont aller voir à cette époque comment la rivière, dans quel sens et tout le machin. Petit clin d'œil c'est à la personne si elle se reconnaît. Et non mais je trouve que je sais pas, il y a plein de trucs qui m'inspirent quoi, que ce soit dans le truc barré de faire des études comment la Terre allait à ce moment-là et tout, ou des gens qui inventent des univers total. Enfin, on a parlé de Tolkien tout à l'heure, voilà, qui inventent des langues dans leurs trucs. Enfin, moi, tout ça, ça m'inspire. Mais j'ai l'impression que c'est moins des personnes que la connexion justement qu'elles ont avec la créativité. On pourra encore parler de notre truc magique de flux là. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est comme s'il y avait une psyché au-dessus de nous comme ça. Ouais. Ça s'appelle une psyché d'ailleurs. Comment ça s'appelle le truc? Il paraît que c'est maintenant que ça existe vraiment, genre qu'on est. Enfin, le cloud. Ouais, non. Oui, mais en fait que entre l'atmosphère et comment ça s'appelle? La noosphère. Noosphère. La noosphère. La noosphère. N-O-O et puis sphère. Ah, ok. En fait, il y a l'atmosphère, qui est un truc, tu vois, climatique et tout. Et la noosphère, ce serait un truc entre l'atmosphère et notre truc de pensée, en fait. C'est une sorte d'espace des pensées du monde, de tout le monde, de tout le vivant, tu vois, qui s'appelle la noosphère. Je suis un geek qui dort pas, hein, donc du coup, je ne pas beaucoup de temps sur Wikipédia. Et donc, la noosphère, c'est cette idée que il y a un monde, comme ça, des pensées qui se trouvent entre notre vie humaine et l'atmosphère, quoi. Compressé. Je vais me renseigner après ça. Ouais, hein, t'as envie de regarder le truc Wikipédia maintenant. La dernière question est toujours pour les autres. Est-ce que vous pouvez recommander une œuvre de quelqu'un que vous connaissez ou que vous avez lu dernièrement, peu importe vous connaissez ou pas, mais recommander aux gens qui vont écouter une œuvre? Attends, j'ai pas compris. Pardon, recommander aux auditeurs une œuvre. À recommander aux auditeurs une œuvre. Par exemple, t'as expliqué que t'as que des amis auteurs. Non, pas que. J'ai aussi des amis. J'ai aussi des amis lambda qui sont plaisante. Mais en gros, l'histoire, c'est, le sujet parle des troubles du comportement alimentaire, et c'est un sujet qui est pas beaucoup, pour le moment en tout cas, dont peu de gens se sont emparés, en tout cas dans le milieu de la BD. Et la façon dont elle l'a fait, je trouve, est vraiment très très
belle, c'est juste. Il y a un côté à la fois horrifiant, tragique et très beau et très doux. Enfin, c'est vraiment une espèce de contraste tout le temps entre on lit cette BD et c'est d'une grande ouais, il y a une grande douceur et à la fois une grande violence. Et je trouve ça très fort d'avoir réussi à allier ces deux émotions, enfin ces deux choses-là ensemble pour parler de troubles du comportement alimentaire. C'est un sujet très intime aussi et c'est très beau, vraiment. Et je peux que conseiller les gens de la trouver. Je pense qu'elle se trouve un peu partout. Édition Cambourakis. Et ouais, vraiment c'est magnifique. Le nom, ça t'a tu as dit? De l'autrice? Manger. Le titre du livre, c'est Manger. Ok. Ouais. La couverture, c'est trop beau, c'est bleu avec une grande bouche rouge qui mange. Bah voilà, manger. Et non, c'est franchement un livre. Moi, ça m'a. Franchement, tu sais, ce genre de livre, tu lis, après, il faut un moment pour redescendre. C'est ça. Mais c'est très beau et c'est peut-être un peu trigger pour certaines personnes si elles sont directement concernées ou qu'elles ont encore. Enfin, ça pourrait. Mais voilà, si c'est un sujet avec lequel on se sent capable de raisonner, de communiquer sans être trop déstabilisé, ça peut qu'on soit concerné ou pas. Je pense qu'on trouve vraiment des clés de compréhension aussi, et puis une sensation d'être vu qui est c'est assez fort. Voilà. Ok, super. Est-ce que t'as eu le temps Ouais. d'hésiter? Bah attends, je vais d'abord rebondir sur ce que tu viens de dire Lara, parce ça. que non. Oui, Lara toujours. Mais non, mais parce qu'en fait, j'ai vu cette couverture et c'est marrant parce que c'est le premier spectacle qu'on a monté en sortant de l'école que je parlais tout à l'heure, qui s'appelait Fin, qui était une bouche avec un spiral dedans. C'est pour ça que je l'ai vu ce truc et je me suis dit tiens, c'est dingue. Ah mais voilà. Et on s'est toujours dit qu'on devait remonter ce spectacle maintenant qu'on est un peu plus en in, ma pote et moi, mais qui était un huis clos entre Anna et Mia, donc l'anorexie et la boulimie dans un espace. Du coup, il faudrait que je lise. Ah en mais fait, il faut Manger. vraiment. Tu vas aimer. Ça fait de toi, ça me dit, c'est pas Bah pour tu rien vois, qu'on la que, tu vois, noosphère, la son nom là noosphère est encore une fois, connectée. on est connecté, c'est parfait. Alors, ouais. Je bosse pour Sinon. la noosphère. c'est ça, c'est toi. Ça. Sinon, alors moi j'ai réfléchi, mais je vais faire ça en plusieurs temps parce que j'arrive pas à choisir. Je suis nulle en choix. Ça va? Ah, ok, d'accord. Alors récemment, j'ai lu, mais vous allez voir que ça tire un fil tendu, je pense. Hein. J'espère. Là, je suis en train de terminer En bon père de famille de Rose Lamy. Juste avant ça, j'ai lu beaucoup et très vite, Tout brûlé. J'ai oublié son nom, Lucille quelque chose. Et Ce que Cécile sait, de Cécile C. Qui sont principalement des livres qui parlent de l'inceste ou de la relation patriarcale, de la violence intrafamiliale, etc. Juste avant ça, j'avais lu Elliot Page, l'autobiographie d'Elliot Page, qui m'a vraiment mis une claque à un endroit inouï. Je ne savais pas en fait toute la violence qu'avait subi cette personne dans le milieu du cinéma, qui m'a complètement désacralisé Hollywood pour le coup, très très fort, mais qui est importante parce que ça parle aussi d'une certaine manière d'inceste, d'abus et tout ça. Et par contre pour faire, parce que je suis vraiment tombée après le livre d'Elliot Page dans un trou. Avec ma meilleure amie, on dit qu'on tombe dans un trou. Je suis vraiment tombée dans un trou, en comprenant aussi en quoi la transidentité a une intersectionnalité avec l'abus sexuel et comment tu les vis, puisque tu te sens pas bien dans ton corps non plus, et donc voilà. Donc c'était voilà, mais il faut aller lire parce qu'en plus c'est vraiment très bien écrit. Au-delà, j'ai lu la traduction, je n'avais pas le courage de dire en anglais, mais voilà. Et donc c'est des livres là où je suis beaucoup dans le truc de l'inceste, des violences intrafamiliales, mais parce que je pense que c'est un fucking problème de société qu'il faut prendre ensemble en main, parce que ça va pas s'arrêter. Et du coup, je suis un peu en ce moment très en rush dans cette thématique-là dans ma tête, qu'on comprenne que toutes les violences sont liées en fait. Et donc, mais avant un truc un peu joy, enfin voilà mon panel, si vous voulez, de En bon père de famille, Tout brûlé, Ce que Cécile sait, l'autobiographie d'Elliot Page. Mais un peu plus joyful, j'ai lu Chacha Enriquez, qui a écrit Sexualité et dividendes queer, qui est un livre super pour essayer de pas apporter une solution, mais des solutions en tout cas dans la sexualité et dans les types de sexualité qu'on peut rencontrer à cette problématique sociétale. Et là, dans mon sac, j'ai pas encore commencé, mais là, j'ai pris Kautar Hirshi, j'espère que j'ai bien son nom, qui parle des animaux.
Parce que pour moi, toutes les violences sont connectées et je suis quelqu'un d'antispéciste et je pense que je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas encore le lien entre notre société de spécisme, en fait, avec les autres violences. Voilà. Et donc, voilà, je vous ai fait un petit panel de livres. Je pense que ça s'appelle Les animaux et nous, je pense, le Kautar Hirsi. L'inceste, parce qu'il faut en parler, ça fait partie des violences, et je pense que c'est vraiment un truc qui est stigmatisant et propice à la société patriarcale, écrasante et capitaliste qui se rencontrent, quoi. Moi, je suis hyper pour la convergence des luttes, et je trouve que c'est des livres qui font, je sais pas, peut-être à un moment donné converger ces luttes, ou en tout cas qui brisent un tabou, etc. Voilà, et comme c'est quand même pas le truc les plus joyeux à lire, à part Chacha Enriquez, ça m'a pompé l'op. Je me suis dit, ah, mais c'est ça, ma sexualité. Ah, mais je pourrais aller visiter par là aussi. Enfin, c'était hyper, voilà. Avec ces trous du consentement aussi, que j'étais là, mais où étaient ces trous du consentement toute ma vie? Je veux dire, il y a un petit graphique, comme ça, hyper clair. Tu donnes, tu prends, enfin, c'est pas que ces mots-là, hein, c'est beaucoup mieux fait. Et ça vient, et en plus, c'est un livre collectif, Chacha Enriquez, c'est-à-dire qu'il a mis plusieurs, penseuses du sexe, on va dire, dedans, et plusieurs experts. Donc c'est vraiment très complet et très chouette à lire, parce que tu sens qu'il y a plusieurs pensées, et parfois il dit les incohérences, enfin voilà, et elle dit les incohérences, je ne sais plus son pronom. Bref, et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, tout ça, mais comme c'est un petit peu lourd, peut-être aller voir de temps en temps Calvin et Hobbes, et un peu Tulip, et aussi écouter du Lara Fabian. Pour quand même un peu adoucir, et Billie Eilish, parce que je l'aime bien en ce moment. Oh. Mais voilà. Et encore un petit truc, et si quand même un des derniers aussi qui va mettre dans l'univers, Le chant de la rivière de Wendy Delorme. Ok. Bon, là, il y a de quoi lire. Voilà. Sinon, écrivez-moi sur Instagram. Hein. Suivez mon Instagram. J'arrête pas de poster tout ce que je lis. Franchement, il y a de quoi lire. Mais en tout cas, je vous remercie pour votre temps. C'était super. Merci d'avoir partagé. Bah oui, merci à toi. Merci à toi. C'était trop bien. Franchement, trop sympathique. Donc, je le dis à tout le monde, allez lire et acheter le livre de ces stars. De ces stars. Mais franchement, merci pour votre temps. Allez sur les réseaux sociaux aussi, etc. C'est un super échange. J'ai appris plein de choses sur vous et sur le métier aussi. Ouais. Et sur le malaise des dédicaces. Vous m'avez changé. Les gens vont plus venir maintenant. Non, mais ça peut dire. Moi, j'adore. Moi, j'adore, donc venez. Mais voilà. Venez avec votre petit. C'est ambivalent parfois. C'est comme la vie. Mais par contre, m'embrasser pas. Hein. Et pas de câlin non plus. Ou alors demander si je suis prêt ou des trucs comme ça. Voilà. Il va arriver, il va te tendre ton livre, il va te dire on peut boire un verre quand tu veux. Ouais, vraiment. Vous savez que j'aurais jamais dû dire ça. C'est moi-même, je me crée des problèmes moi-même. Je pensais plus à moi et mes stars, mais oui. Donc encore merci. Écoutez du Lara Fabian. Ouais. Et encore merci à Entreprendre Bruxelles aussi de nous soutenir. Du Lara Fabian d'avant, hein, le nouvel album, je sais pas encore goûté, mais jusqu'ici, il y a des valeurs, il y a des valeurs sud. Non, mais il y a des valeurs sud. C'est de ouf, et là, bam, quoi. Non, mais je veux pas. J'ai oublié de dire Lara Fabian, mais que avant 2011. Non, oui. C'est parce que j'ai pas encore écouté le dernier, donc je voulais pas promouvoir quelque chose que j'avais pas entendu. Donc j'ai pas encore écouté le dernier album qui va sortir là maintenant, mais je sais qu'il y a des valeurs sûres avant, c'est ça que je voulais dire. Elle est encore très active, Lara Fabian. Mais oui. Ça prend au taquet, hein. Mais bien sûr, au taquet, hein. 30 ans de carrière, je pense, un truc de ouf. Cette personne est formidable, je l'aime très fort. Voilà. Mais on vous retrouve pas à son Mais c'est qu'on joue en même temps. Non, merci, prenez soin de vous surtout, c'est le plus important. Mais oui, toi aussi. Merci toi aussi. Un grand plaisir. C'est trop bien. Et au prochain épisode. Trop cool. Legendary.